Welcome to Smart in the City, the Babel podcast where we bring together top actors in the smart city arena, sparking dialogues and interactions around the stakeholders and themes most prevalent for today's citizens and tomorrow's generations. I am your host, Tamlin Shimizu, and I hope you will enjoy this episode and gain knowledge and connections to accelerate the change for a better urban life. Smart in the City is brought to you by Babel Smart Cities. We enable processes from research and strategy development to co-creation and implementation. To learn more about us, please visit the Babel platform at babel-smartcities.eu. This is a special podcast and will be done in French by my amazing colleague, Jeanne Talot, who works in communications and in growth for France for Babel Smart Cities. We want to reach people across different regions, so don't be surprised when you see the different languages popping up. Without further ado, I hand the mic to Jeanne. Bonjour et bienvenue dans Smart in the City, le podcast de Babel Smart Cities, où l'on parle d'innovation urbaine au sens large. Comment les villes transforment le quotidien, comment elles impliquent leurs habitants et comment elles passent de l'idée à l'impact. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la ville de Chevigny-Saint-Sauveur dans la région de Dijon pour un échange autour de ces thèmes et je suis très heureuse d'accueillir pour cet épisode le maire de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume Ruet, qui est également conseiller départemental de la Côte d'Or. Bonjour et bienvenue, monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors, c'est la tradition dans notre podcast de commencer par une sorte de mise en jambe, une question un petit peu plus légère pour s'échauffer avant de rentrer dans le vif du sujet et pour également donner un aperçu de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et la question que nous avons choisie pour vous aujourd'hui est: si Chevigny-Saint-Sauveur était un animal, quel animal serait-il et pourquoi? C'est une excellente question, c'est très original. Alors, je dirais l'écureuil, parce que l'écureuil, c'est un animal sympathique, futé, très agile. Il y en a pas mal sur Chevigny. Ça incarne l'animal en ville, mais c'est aussi le symbole de la prévoyance. L'écureuil est tourné sur l'avenir, hein, et il ne pense pas à son plaisir immédiat, mais il pense à sa survie, il pense à l'hiver, et c'est pas étonnant que c'est aussi le symbole d'une banque. Et donc Chevigny est une ville qui est tournée vers l'avenir, qui pense aux générations futures, et je pense que l'écureuil symbolise bien Chevigny. Je crois que c'est la première fois qu'on a cette réponse dans le podcast et je la trouve vraiment parfaite. C'est l'animal parfait, je pense. Donc merci beaucoup pour cette réponse. C'est sympathique. En plus, on a tous grandi en lisant Tic et Tac. Alors c'est ça. Beaucoup. Parfait. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a un petit aperçu de Chevigny, on voudrait également en savoir un petit peu plus sur son maire. Donc, quels ont été votre parcours et vos motivations? Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à votre rôle aujourd'hui? Alors, je suis plutôt un jeune maire, j'ai 42 ans. J'ai commencé très tôt. J'ai été élu à Chevigny à 23 ans. J'ai commencé conseiller municipal, je suis ensuite devenu adjoint, premier adjoint, et puis en 2019, je suis devenu le maire. Et très tôt, j'ai adoré l'action publique. Je regardais l'actualité, les débats politiques. Et au départ, je voulais être journaliste. Et à un moment donné, j'ai compris que le journaliste regardait les autres et n'était pas acteur. Et en fait, moi, je voulais agir et pas relater ce qui se passe. Et donc, la politique, c'est agir. Et le plus bel endroit, c'est à l'échelle locale, parce que on vient tous de quelque part, on a tous un village, une commune. Moi, j'habitais à Dijon et je me suis impliqué sur Chevigny par le fruit du hasard et des rencontres. Et j'adore cette petite ville de 11 000 habitants. Depuis 2019, je m'éclate dans mon mandat, où je peux m'occuper d'affaires très générales comme l'urbanisme, mais aussi le commerce, la transition écologique, la sécurité, l'enfance, le sport, la culture. Et puis en France, les politiques sont très décriées, mais pas leur maire. Et c'est vraiment un plaisir d'être maire, hein, avec des habitants formidables qui ont beaucoup de projets. J'ai plutôt la chance d'avoir des habitants qui soutiennent leur maire et qui l'apprécient. Peut-être parce que l'action qu'on mène avec mon équipe est appréciée, mais on a cette reconnaissance-là que d'autres élus, je vois les élus nationaux n'ont pas, qui sont plutôt d'ailleurs
décrié, voire détesté aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un vrai plaisir. Donc, j'ai travaillé très jeune dans le monde politique au service d'élus. Et à partir du moment où je me suis mis, je suis devenu maire, hein, j'ai été élu et réélu, je me suis mis à mon compte. C'est-à-dire que maintenant, je travaille pour moi, je décide, avec une équipe bien sûr, mais je peux agir et quand on décide et qu'on voit ce qu'on décide mis en application, c'est pour moi une grande source de réjouissance et de satisfaction. Très très inspirant comme parcours, en tout cas, de commencer comme ça aussi jeune et de vouloir s'impliquer, se mettre au service de la collectivité comme ceci. Et donc vous avez évoqué plusieurs des thèmes sur lesquels vous voulez. Vous avez évoqué plusieurs disciplines, plusieurs priorités pour la ville de Chevigny. Mais est-ce que vous avez eu une ou plusieurs priorités qui ont en particulier guidé votre mandat? Alors en fait, moi j'explique souvent que le mandat de maire, c'est un peu comme le numéro de cabaret, vous savez, l'artiste qui a des assiettes au bout des pics et il fait tourner toutes les assiettes et puis ensuite il va se précipiter vers l'assiette qui va tomber et il la relance et de l'autre côté il y en a une autre, il faut la relancer. En fait, on peut jamais dire qu'on a une priorité. En fait, on a une multitude de priorités. Alors moi, la première des priorités, c'est ce qu'on doit à nos habitants, c'est la sécurité, la tranquillité. On n'est pas une ville avec une délinquance folle et incontrôlable, mais toutes les semaines, tous les jours, on a des préoccupations en termes de sécurité et on a une police municipale que j'ai renforcée, on a mis de la vidéoprotection. Et le maire, dans une ville de 11 000 habitants, il est presque au courant de tout, en tout cas de beaucoup de choses. C'est celui qui a le plus de contacts et qui peut orienter et qui peut donner de l'information aux services de police municipale et de gendarmerie. Et moi, j'ai fait de la tranquillité, de la sécurité une priorité parce que je considère que sans tranquillité, il peut pas y avoir de qualité de vie. Et donc, sans être sous les feux des projecteurs, parce qu'il y a des faits divers tous les jours à Chevigny, c'est pas ça. Mais on aspire à vivre tranquillement, d'emmener son enfant à l'école, de pas être inquiété parce qu'il va se faire renverser, de pouvoir vivre paisiblement chez lui sans avoir de problème de voisinage, etc. Et dans la société telle qu'on la vit aujourd'hui, il y a toujours des soucis. Alors ça peut faire sourire d'autres grandes villes dans des grandes métropoles ou en région parisienne où on voit des assassinats très régulièrement. C'est pas le cas, mais on peut avoir des faits divers à Chevigny. C'est déjà arrivé il y a quelques années. Donc je touche du bois. Hein, faut pas fanfaronner, mais en tout cas la sécurité doit être une priorité quotidienne. Et encore ce matin, j'ai fait une réunion, on a fait le point avec les services, et parfois c'est juste aussi faire parler les gens parce que c'est les problèmes de voisinage et c'est le civisme et c'est un grand enjeu de l'avenir. Ma deuxième priorité, c'est la qualité du cadre de vie. Dans un contexte où on est confronté au dérèglement climatique et où la transition écologique doit être une priorité. Et donc, on a agi, on pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez, sur la transition écologique sur de multiples manières. On a planté des milliers d'arbres, on a moderniser nos équipements, notamment nos écoles. On a économisé de l'eau. Enfin, on a fait plein d'investissements pour justement diminuer l'impact environnemental de la mairie et de ses habitants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné pendant ce mandat. Le troisième axe, c'est comment faire de la ville une ville familiale, accueillante pour les familles et toutes les familles. Et donc les familles, ça va être du petit enfant qui vient de naître, donc avec des crèches. La ville doit être aussi responsable des écoles, alors non pas de l'éducation nationale et des enseignements, mais des locaux et de tout ce qui est périphérique à l'enseignement. Et on a fait le choix d'aller bien au-delà de nos obligations en matière sportive, culturelle, même de civisme, pour le handicap, pour la lutte contre l'incivisme. On a fait beaucoup de choses là-dessus. Et donc pour donner tous les bagages à nos enfants pour qu'ils puissent grandir dans de meilleures conditions dans un monde qui est énormément compliqué et puis où l'individualisme gagne du terrain. Donc comment on arrive nous à apporter des bagages et créer du lien dans tout ça. Et puis la famille, ça va jusqu'aux aînés. Comment on peut affronter le défi des années qui viennent, c'est-à-dire le défi du vieillissement. Comment on peut être une ville amie des aînés. Et le dernier sujet, c'est l'animation. Chevigny est une ville périphérique à Dijon
Moi, mon souhait, c'est de lutter contre l'idée qu'on soit une ville dortoir, c'est-à-dire où les gens ne se connaissent pas, où il n'y a pas de service, où on vient, on est barricadé derrière une clôture de 2 mètres et on parle pas à ses voisins, il n'y a pas de vie. Et donc, on met beaucoup d'animation dans la ville, on fait la promotion des commerces, on essaie de développer l'attractivité, on essaie aussi d'attirer des professionnels de santé pour qu'on soit une ville une ville à vivre, tout simplement, avec du lien social, avec une qualité de vie et qu'on soit pas juste chacun chez soi. Et ça, c'est le 4e axe, de ne pas être une ville dortoir, et c'est un défi de tous les jours. Je vois. J'aimerais revenir sur l'axe que vous évoquiez, il me semble le 2e axe sur le réchauffement climatique, le changement climatique, et le lier justement avec ce que vous évoquiez par rapport aux écoles. Il me semble que Chevigny a mené à bien un projet important de rénovation thermique d'une école récemment, n'est-ce pas? Alors, je dirais même 2 écoles. Alors, on a commencé en 2020 par la rénovation d'une école qui s'appelle l'école Esalware. On a investi presque 3 millions d'euros pour isoler complètement l'école et mettre une ventilation double flux, changer toutes les huisseries, j'en passe et des meilleurs, pour viser une baisse de notre consommation d'énergie de 60%. Cette baisse, c'est les normes qu'on attend des bâtiments en 2050. Donc aujourd'hui, on est aux normes de 2050. Et en parallèle, on a lancé l'an dernier la rénovation encore plus exigeante d'une autre école, l'école Buisson-Rond, pour faire d'une école qui était une complète passoire thermique, une école à énergie positive, c'est-à-dire une école qui consomme peu, mais qui produit plus d'énergie en fait. Donc on a complètement isolé, c'est une école très très bien isolée, avec également l'isolation double flux, avec une conception qui fait que on consomme très très peu, mais avec une chaudière électrique, une pompe à chaleur, avec une production avec de l'énergie photovoltaïque. Donc sur l'ensemble de l'année, on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Alors c'est sûr qu'une école produit beaucoup d'énergie en juillet et en août, mais l'énergie est en autoconsommation collective, elle est renvoyée vers d'autres sites communaux. Et donc c'est une école qui est l'une des plus vertueuses de manière environnementale sur le secteur, même en France. On a été lauréat du Fonds Vert, avec une des plus belles subventions sur la Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on avait un projet exemplaire. On a eu des fonds européens. Et puis on a aussi une gestion exemplaire de l'eau, c'est-à-dire que avec l'écoulement de l'eau à la parcelle, on a désimperméabilisé les cours d'école. Et ça, c'est aussi important parce que l'écologie, c'est important. C'était une école assez grande avec beaucoup d'espaces verts, donc on n'a pas eu besoin de planter beaucoup d'arbres, encore qu'on va en replanter à l'automne, symboliquement. Mais et c'est très important de rénover le bâti. Alors, sur le prochain mandat, il y aura notre 3e école qui sera rénovée. C'est des chantiers qui coûtent très cher. On a besoin de subventions, on a besoin de partenaires financiers. Et puis, sur les enfants, l'écologie, c'est aussi la sensibilisation. On fait plein d'actions avec les enseignants pour sensibiliser à la nature, à la protection de l'environnement, au tri sélectif. Et puis, on a un programme très important de plantation d'arbres. En 2019, j'avais lancé le défi 1000 arbres. Aujourd'hui, au mois de janvier, on va planter le 3 000e arbre. Et pour une bonne partie des arbres qu'on a plantés, on les a plantés avec les enfants. Parce que je pars du principe que on fait tout ça pour eux. Et si on plante les arbres avec des enfants, c'est eux qui les protégeront, ils en prendront soin. Et c'est aussi une sensibilisation au respect de la nature. Et j'y suis très très attaché. Donc voilà, c'est quelque chose de global. Je pourrais vous parler de la transition écologique de multiples manières, puisqu'on a fait plein d'actions. Il faut juste retenir un chiffre sur l'ensemble de notre patrimoine. En 8 ans, on a baissé notre consommation d'énergie de 52%. Et là, on est aux normes, on a dépassé nos objectifs légaux de 2040. C'est moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Et moi, mon objectif, c'est qu'en 2030, on dépasse les 60% de baisse pour qu'on ait 20 ans d'avance sur notre transition énergétique. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on s'y emploie et avec l'école Buisson-Rond, j'espère qu'on va tangenter et approcher les moins 60%. On a un objectif ambitieux, mais en même temps, vous avez déjà des résultats très impressionnants. Donc félicitations. Et j'apprécie tout particulièrement l'attention portée à l'éducation à ces sujets et le fait d'inclure les citoyens dès le plus jeune âge dans ces initiatives. Je trouve ça très important également. Et donc, finalement, la ville de Chevigny
mais ces citoyens au cœur de toutes les initiatives, puisque vous l'évoquiez également, non seulement vous impliquez beaucoup les jeunes enfants, mais vous avez mis en place également des initiatives pour accompagner le vieillissement de la population. C'est bien ça? Il me semble que la démarche s'appelle Ville Amie des aînés, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs transitions et révolutions que l'on va devoir affronter. Alors, la première que l'on cite toujours, c'est la révolution numérique qui est en train d'arriver, de transformer. En plus, avec l'intelligence artificielle, on n'en est qu'aux prémices finalement, mais on va devoir s'adapter et accompagner nos populations. La deuxième transition, c'est la transition écologique, environnementale, la lutte contre le réchauffement climatique et en tout cas l'adaptation au changement climatique et au dérèglement climatique. Mais une troisième transition, même une troisième révolution à laquelle que l'on ne parle quasiment jamais, c'est la révolution démographique, gérontologique, c'est-à-dire que la génération du baby-boom, celle qui est née après la guerre, donc qui est née dans les années 50, où on a eu un pic de naissance extraordinaire dans les années 50, en 2025, elle a 75 ans. Elle commence à avoir entre 75 et 80 ans. Et il y a un pic énorme qui, en plus, accompagné d'une très forte baisse de la natalité. C'est-à-dire que nos sociétés vieillissent beaucoup plus rapidement que prévu. Et on va avoir cet afflux de personnes âgées. Alors, aujourd'hui, c'est des jeunes retraités qui sont plutôt dynamiques, qui n'ont pas besoin d'accompagnement, si ce n'est beaucoup d'occupation, de loisirs. C'est des gens qui ont un vrai rôle dans la ville parce qu'ils sont là dans nos communes toute la journée et ils font aussi vivre la ville, ils font vivre le tissu associatif et c'est très important. Mais à partir de 75-80 ans, on a des problèmes de dépendance. En tout cas, on n'est plus aussi en forme qu'on l'était plus tôt, malheureusement c'est comme ça, mais avec l'allongement de la durée de vie. L'allongement de la durée de vie, c'est un formidable défi, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est un formidable défi. Il faut adapter nos sociétés à ce vieillissement. Adapter notre habitat, il faut adapter le cadre de vie, et il faut adapter aussi les services pour accompagner les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Il y a des établissements, il y a des EHPAD, des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, mais même à 75-80 ans, il y a des gens qui sont peu dépendantes, ils peuvent vivre chez elles, ce sont des personnes qui peuvent vivre chez elles très facilement avec un peu d'accompagnement. D'ailleurs, c'est le souhait des gens. Ils veulent pas aller dans des établissements, ils veulent rester chez eux, dans leurs meubles, avec leurs habitudes, et c'est très bien. Je les comprends. Je serais sans doute comme ça. Par contre, il faut les accompagner à pouvoir vivre le plus longtemps possible. Et puis aussi, par exemple, je suis très attaché au sport, à adopter nos modes de vie pour le bien vieillir. Donc, faire de l'activité physique, permettre... Et donc, on s'est lancé dans la démarche Ville Amie des aînés, qui est une démarche nationale qui nous pousse à nous interroger sur qu'est-ce qu'on veut proposer comme service pour dessiner la ville de demain, une ville adaptée aux problématiques des aînés. Et quand on s'adapte à la problématique des aînés, parfois, on s'adapte aux problématiques des plus faibles, par exemple aux personnes en situation de handicap, ou même parfois aux enfants, parce que c'est des personnes qui, pour s'orienter, etc. Donc, c'est comment on a une vision de la ville inclusive. Et la question de l'âge, c'est une politique transversale. C'est pas que le service social, personnes âgées qui doit s'en occuper. C'est tous les services. C'est la médiathèque qui va proposer des collections particulières, ou même un service de livraison des livres à domicile. Ça va être l'aménagement, parce que oui, parfois il faut que la ville soit accessible. Alors pour les personnes à mobilité réduite, y compris les personnes âgées. Mais aussi la question des bancs. On dit qu'il faut faire beaucoup d'activités physiques. La principale activité physique, c'est la marche. Marcher 30 minutes par jour, c'est ce qui permet de bien vieillir. Si on met pas des bancs un peu partout, les personnes âgées, elles vont pas oser sortir, et donc elles vont pas pouvoir faire cette petite gymnastique quotidienne sans s'en rendre compte, qui va leur permettre de mieux vieillir. Et ça, dans les villes modernes, on a enlevé les bancs parce que les bancs, c'était des attroupements et c'était pour des questions de respect du voisinage, d'ordre public. Petit à petit, dans toutes les villes de France, on les a ôtés. Donc, il faut rétablir ces bancs de manière à ne pas embêter le voisinage. C'est des équilibres complexes, mais c'est des choses comme ça. Et puis, plein de services. Je travaille aussi sur une résidence senior que je me bats pour qu'elle sorte. C'est pas facile avec la crise du logement, mais je souhaite, moi, proposer un habitat adapté aux personnes âgées, parce que dans des vieilles résidences où il n'y a pas d'ascenseur, dès qu'on est au 2e étage, ça devient
à un certain âge un enfer pour monter les courses, pour quand on a des difficultés de santé, etc. On n'est plus autonome. Donc il y a des choses à faire. C'est un enjeu. C'est dommage, c'est que ça fait 30 ans qu'on le sait qu'il va y avoir un choc démographique à la fin des années 2020. Donc au début des années 2030, on va avoir ce choc démographique. On avait 30 ans pour se préparer et on s'y est assez mal préparé dans toute la France. Et là, dans quelques années, on y sera. Donc, c'est un enjeu très très fort. C'est pour ça que moi, je me suis engagé très fortement dans la démarche Villamy des aînés, en co-construction avec les aînés, en leur demandant leurs attentes, etc. Et donc, on travaille là sur la labellisation dans l'année prochaine. Toujours cette même approche d'engagement citoyen qui est très importante. Et oui, c'est vrai que c'est en effet, comme vous le dites, une crise dont tout le monde est au courant, c'est une évidence, et pourtant on en entend très peu parler dans le débat public. C'est vrai que c'est étonnant. Donc merci beaucoup de l'avoir apporté en tout cas dans cet entretien. Et vous parlez d'engagement citoyen, que ça soit avec les enfants, avec les seniors, mais avec nos associations, peu importe. Moi, je crois beaucoup en la démocratie non pas représentative mais la démocratie implicative, c'est-à-dire que les gens ils doivent s'impliquer dans leur ville pour la faire vivre. Aujourd'hui, en plus avec la crise des finances publiques, on n'aura pas toujours les moyens de payer du personnel pour faire des choses à la place des citoyens. Et donc les gens doivent s'impliquer dans la ville. Les gens, globalement, ils aiment leur territoire, ils aiment leur village, ils aiment leur ville. Et si chacun faisait un tout petit peu, on arriverait à une ville plus belle, plus sympathique et conviviale, avec moins d'individualisme, parce que les gens se parleraient, se connaîtraient un peu mieux. C'est ce que j'essaie de faire à ma modeste échelle. Alors, est-ce que tout est parfait ? Non. Mais en tout cas, on essaye de donner les outils pour que les gens s'impliquent, en n'étant pas une ville anonyme où les gens ne se connaissent pas et où tout est une prestation obligatoire, c'est un guichet, c'est un dû, et où, au contraire, chacun peut être acteur de sa ville. Et les élus ne doivent pas faire à la place d'eux, on doit leur permettre de faire avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. J'en suis parfaitement convaincue. Oui, je pense que beaucoup de municipalités auraient à s'inspirer des initiatives que vous avez mis en place à Chevigny. Si on reste sur cette question de l'amélioration des conditions de vie pour vos citoyens, il y a une autre crise dont on parle peut-être un petit peu plus en ce moment, qui est liée à l'inflation forcément, qui est celle du pouvoir d'achat des ménages. Là, vous avez également mis en place un carnet de réduction des commerces pour l'ensemble des foyers chevinois et des communes des environs. Quel était exactement donc l'objectif de cette initiative? C'était, j'imagine, d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, mais quels ont été les résultats? Alors l'objectif initial était d'abord d'aider les commerçants, parce que en fait j'ai été un maire Covid, c'est-à-dire que j'ai traversé les différentes crises du Covid et les différents confinements. C'était ce mandat, c'est que l'enchaînement de crises. Mais à chaque crise, moi j'en ai tiré la conclusion, c'est que ça nous permet de revoir les problèmes différemment et d'innover et d'accélérer des réformes, des initiatives, en tout cas nous encourager à prendre des initiatives, et c'est comme ça qu'on traversait le plus facilement les crises. Et le deuxième confinement, celui qu'on a eu en fin 2020, c'était la problématique des commerces, les commerces prioritaires, pas prioritaires. Autant le premier confinement, tout le monde comprenait et tout le monde était dans le même bateau. Le deuxième confinement, on a vu apparaître des commerces qui étaient en difficulté parce que déjà le premier confinement les avait sérieusement ébranlés. Mais là, on était aussi dans une situation où en plus il y avait des inéquités avec des commerces prioritaires, pas prioritaires. Et la ville a commencé à se préoccuper des commerces qui étaient à Chevigny, pas forcément une priorité. On parlait de beaucoup de choses, mais pas forcément des commerces. Et un an avant, dans mon programme, on n'avait pas un mot sur les commerçants. C'était pas le sujet principal. Et donc, on a essayé d'aider les commerçants à traverser cette crise avec des services, une mise en lumière aussi des commerces locaux. Et on a vu qu'il y avait une attente aussi des habitants de consommer local.
Et de cette période et des initiatives qu'on a pu lancer, on avait notamment lancé un site qui s'appelait J'achète à Chevigny. On avait fait toute une promotion des commerçants, des artisans, des professions libérales de la commune, des talents locaux qui étaient parfois inconnus de nos propres habitants. C'était terrible. Un jour, j'ai eu l'idée de créer un chéquier réduc, comme dans certaines galeries commerciales, ça peut exister. En gros, c'est un principe simple, c'est que c'est un chéquier, on retire un chèque, on le donne au commerçant et le commerçant nous propose une ristourne, une réduction. Et donc la réduction, elle est élaborée par le commerçant. C'était par exemple, on allait dans un restaurant, on avait il y a 15% sur la note. On allait chez un coiffeur, il y avait pareil, une réduction. Enfin, il y avait des promotions, on va dire. Et on l'a fait à un tarif avantageux pour les commerçants. On l'a diffusé dans toutes les boîtes aux lettres de la ville et à chaque fois, on mettait en avant, à un coût très très symbolique, une trentaine de commerçants et d'artisans de la ville. Et pour moi, ce qui me semble important dans une commune, je parlais tout à l'heure de ne pas être une ville dortoir. Une ville dortoir, c'est aussi une ville où il y a des commerces. La meilleure manière de soutenir ces commerces de proximité, parce que tout le monde soutient les commerçants, mais la meilleure manière, c'est pas de le dire, c'est d'aller faire ses courses et de les faire vivre. Et donc, moi, le discours, c'est de dire, allez chez vos commerçants de proximité, il y a des talents, il y a vraiment des gens des artisans, des commerçants qui vendent des produits exceptionnels. Mais ne faites pas vos courses forcément sur Amazon. Allez chez votre commerçant d'à côté. Il est sympa. En plus, il peut vous conseiller. Et puis, ça fait vivre nos communes. Et c'était ça, ce discours-là. C'est un dispositif qui a été bien reçu parce que les commerçants ont adhéré. Évidemment, on leur proposait un geste commercial, donc c'était bon pour leur pouvoir d'achat. Et dans la période actuelle, c'était bien reçu, évidemment. Mais c'était les deux, enfin c'était même les trois. C'était soutien aux commerçants, soutien au pouvoir d'achat, et puis c'était une dimension durable, c'est-à-dire l'achat local. Et tout ça mélangé, on a une initiative qui a été copiée, parce que j'ai une demi-douzaine de communes du département, mais d'autres départements dans toute la France, qui nous ont appelés pour copier ce modèle et qui fonctionne, qui coûte pas très cher, et qui est simple et qui rend service. Et derrière, il y a comme une philosophie d'une ville à taille humaine où chacun fait ses courses à proximité. Et si on nous enlève tous nos commerces et qu'il y a que des grands centres commerciaux et le commerce en ligne, on perd les relations humaines. C'est vrai. Peut-être qu'après cet épisode, vous verrez encore plus de copies de cette initiative se développer en France. Je suis à disposition de tous ceux qui peuvent s'inspirer de ces petits trucs qui marchent, en fait, parce que en fait, ça n'a coûté quasiment rien à la ville. Ça nous a coûté du temps, de l'énergie, répondre aussi aux réticences de mes collègues élus parfois, des services qui me disaient on n'a pas le droit de faire ça. Est-ce vraiment à nous de faire ça? En fait, un maire, il doit s'occuper de ses habitants. Et si ça peut apporter un service, en l'occurrence là, à des commerçants, mais aussi aux habitants, il faut y aller. Ça n'a rien coûté si c'est un peu de temps, et si ça fait plaisir et rend du service, tant mieux. Donc, je suis à disposition de tous ceux qui peuvent qui veulent s'inspirer de tout ça, parce que ça peut être fait dans n'importe quelle commune de France. Parfait. Nos auditeurs en prennent bonne note, j'en suis sûre. J'aimerais revenir aussi sur ce que vous disiez sur le fait que vous avez enchaîné les crises pendant votre mandat, mais qu'à chaque fois, vous avez considéré ça comme une opportunité de relever un défi. Aujourd'hui, pour vous, quel est le principal défi que la ville de Chevigny est en train de relever ou a encore à relever? Alors, je vous ai parlé des révolutions et des défis du numérique, des défis du grand âge, du défi du réchauffement climatique, ça c'est connu. Il y a un autre défi que les communes sont confrontées, c'est le décrochage civique. Tout ce que je fais finalement, c'est aussi pour remettre le citoyen au cœur du dispositif. On voit la montée de l'individualisme, de la déresponsabilisation, du chacun pour soi, du chacun chez soi, où je jette un papier, mais c'est mes impôts finalement, c'est payé, il y a des agents qui vont ramasser. Le décrochage civique, c'est un vrai enjeu, et il faut se battre pour ça, parce que si on laisse faire, si on baisse les bras,
on aura, ça sera la jungle. C'est déjà un peu le cas parfois quand on voit l'évolution de la société, l'agressivité dans nos sociétés. On dit souvent que le Covid a fait du mal. En fait, le mal était déjà là avant. Ça n'a fait qu'accélérer les choses. Moi, je pense que dans des communes à taille humaine comme les nôtres, c'est ce qui fait le charme de Chevigny, c'est on est 11 000 habitants, une ville à taille humaine, on est proche d'une ville comme Dijon, 160 000 habitants, donc on a tous les services à proximité, mais on reste à taille humaine, on n'est pas une ville anonyme. C'est de se battre pour garder ce lien social, garder cet esprit civique, ou quand on fait un nettoyage citoyen chaque printemps, on est 400 et la ville est propre. Ou quand pendant le premier confinement, un jour, on se dit il nous faut des masques et je suis allé voir la couturière de la ville. Je lui ai dit il faudrait nous montrer comment faire des masques parce qu'il nous en faudrait. Elle m'a dit oui, combien il vous en faut? Une dizaine. Je lui ai dit non, il m'en faudrait 11 000, un par habitant. Et ça semblait fou, mais quand tout le monde s'y met, les 11 000 masques, on les a fabriqués à base de récup. On les a fabriqués en 3 semaines et on les a tous distribués en porte-à-porte parce qu'on était plusieurs centaines à s'y mettre. Alors, certaines à coudre, d'autres à récupérer le matériel, d'autres à distribuer. Mais on s'y est mis. Et en fait, si tout le monde fait un tout petit peu, la vie est plus belle et il y a moins de problèmes. Donc, c'est ça le principal défi. Alors c'est sûr que parfois on a le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère, mais si le maire ne tient pas un discours volontariste positif, quitte parfois à pousser des coups de gueule, mais si on n'y va pas et si on donne pas soi-même l'exemple. Moi, ce week-end, j'étais au Carrefour Market en train d'accompagner le secours populaire. Pendant 1h30, j'ai participé à la collecte alimentaire au supermarché en aidant les bénévoles. La semaine d'avant, j'ai participé à un nettoyage citoyen, comme les autres, quoi, avec le gilet, avec la pince, et on met les mains dans le cambouis. Le maire, c'est ça. Et en donnant l'exemple, moi j'espère que c'est contagieux cette maladie du civisme, parce que il faut que tout le monde, dès le plus jeune âge, mais c'est pas qu'une question il y a pas que les jeunes qui doivent s'y mettre, c'est tout le monde. Et ça c'est important. Et dans un contexte en plus qui est plus compliqué, c'est le contexte financier de la France, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup de sous, et on peut plus gaspiller l'argent pour faire le travail que les citoyens doivent faire normalement. Donc c'est ça l'enjeu, un des enjeux de demain, à Chevigny comme partout en France. Mais parce que sinon on s'en sortira pas. Et on a des enjeux, j'en ai cité quelques-uns, qui nécessitent beaucoup d'argent dans un contexte où on n'a pas d'argent. Donc il faut que tout le monde mette la main à la pâte, que tout le monde participe. On a un pays formidable avec des gens qui ont plein d'idées. Il faut les aider, il faut les encourager. Mais il faut leur simplifier la vie, les accompagner. Mais il faut que chacun mette la main à la pâte. Moi, le maire, franchement, je sais rien faire. Je sais pas faire un acte d'état civil. Le budget, voilà. Par contre, j'ai une culture générale, j'ai une vision globale. J'essaye d'être le maître d'orchestre pour que chacun joue sa partition. Mais c'est un gros orchestre et où chacun doit jouer son morceau au bon rythme, selon sa spécificité. Et donc, chacun a un rôle dans la société. Il faut juste qu'il le découvre. Donc le principal défi à relever, c'est de retrouver un petit peu la communauté au sein de la collectivité. Exactement. Ah oui. Un grand défi en effet à relever, mais j'ai l'impression que si vous n'êtes pas sur la bonne voie, je ne sais pas qui l'est. J'ai un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous dans cette partie de notre entretien. On a parlé de plusieurs problématiques, de transition écologique, de qualité de vie, de pouvoir d'achat, d'engagement citoyen. J'aimerais parler donc un peu plus de technologie et d'innovation urbaine. Chez Babel, notre rôle, c'est souvent de réduire le fossé entre le public et le privé et d'aider les collectivités et les entreprises à mieux se comprendre et à mieux aligner les offres avec les besoins des villes et des régions. Donc, pour les entreprises qui proposent des solutions d'innovation urbaine durable, par exemple, qu'est-ce qu'elles devraient mieux comprendre de la réalité de la décision municipale du point de vue de Chevigny? Qu'est-ce qui rend une solution vraiment attractive pour la ville au-delà de la technologie elle-même? Il faut justement qu'elle soit attractive au-delà de la technologie. Parce que en soi, moi je commence à avoir un peu d'expérience, puis j'ai travaillé pour des élus, on m'a souvent vendu des choses avec des innovations technologiques qui ensuite on fait pchit. Bon, mais par contre, du point de vue technique, ça fonctionnait. C'était pas ça le problème. Il faut que ça réponde à un vrai besoin
et comprendre que l'élu, quand il décide, c'est pas un spécialiste. Il y a rarement des spécialistes, notamment dans la technologie. C'est pas des techniciens. Alors, dans les plus grosses communes, on est accompagné par des techniciens, mais qui sont pas forcément des spécialistes pointus d'un domaine. On a affaire plutôt à des généralistes, et où on évolue dans un contexte assez compliqué, et où quand on nous approche, il faut simplifier la vie des élus déjà. Et il faut que la solution soit simple et qu'elle simplifie la vie des élus et qu'elle réponde à un vrai besoin. Et puis on a une échelle de temps qui est différente, c'est-à-dire que l'élu, tout à l'heure je parlais du numéro de cabaret où on travaillait toujours sur la dernière urgence, hein. Mais en fait on est à la tête dans le guidon. On a rarement le temps de se projeter. Moi j'essaye maintenant de me dégager du temps pour travailler comment on peut dessiner Chevigny à l'horizon non plus 2030 mais 2035. Quand je suis arrivé maire en 2019, j'ai d'abord géré ma première année, mon premier budget, et puis j'ai passé, c'était année après année. Bon, là aujourd'hui, il faut sortir la tête du guidon. Et c'est compliqué parce que la plupart des élus n'ont pas le temps de le faire. Et donc, il faut que l'entreprise le commercial qui va vendre ça ait bien en tête que on est souvent sur des problématiques de court terme. Dans un contexte où on nous embête la vie avec beaucoup de bureaucratie, etc. Donc, il faut nous simplifier les choses. Et enfin, on a un rapport au temps. Le rapport au temps, en fait, on n'a pas le temps, en fait, souvent. Donc, il faut nous capter et il faut que les choses se mettent en place plutôt rapidement, parce que sinon, quelque chose qui me prend beaucoup trop de temps. Alors, à l'échelle d'une commune, c'est compliqué peut-être dans des strates de collectivités un peu plus structurées, qui ont une vision un peu moins court-termiste et de proximité, comme je pense aux intercommunalités qui ont le pouvoir de se projeter un peu plus à long terme et prendre un peu plus de hauteur. On n'a pas la même notion de temps, mais la notion de temps, faut voir. Il y a des maires qui ont une échelle de temps à 6 mois, 1 an, et parfois leur dire on va faire quelque chose, les effets auront lieu dans 3 ans, 4 ans, c'est long. Et ça, alors certains le font. Moi, j'essaye maintenant de me projeter, mais c'est vrai que il y a 36 000 élus en France. Il y a des élus qui sont pas du tout. C'est des bénévoles qui travaillent à côté. 11 000 habitants, ça devient une ville assez structurée où moi j'y consacre toute ma vie, mais j'ai arrêté de travailler parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Mais d'autres n'ont pas ce luxe-là, et donc il faut gérer vraiment le court terme. Alors que parfois les effets et les bonnes politiques, c'est la politique du long terme. C'est ça la contradiction. Donc c'est de comprendre ce contexte un peu compliqué dans lequel on évolue, avec des gens qui sont pas des professionnels. Les élus sont pas des professionnels et n'ont pas vocation à le devenir, même si ils sont pas vocation à devenir des amateurs. Et l'entreprise, quand on a des techniciens de haut niveau, des ingénieurs, il faut qu'ils comprennent que voilà. Et puis parfois nous on a nos habitants qui nous demandent moi la première préoccupation de mes habitants à côté de la sécurité, c'est la voirie, quoi. Est-ce que mon trottoir, il y a pas un trou, quoi. C'est légitime. Donc voilà, et nous notre clientèle entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est nos habitants. Donc voilà. Donc, et qui ont une logique et une vision d'intérêt général qui est pas forcément celle qu'on devrait avoir. Bon, moi, il y a des projets d'intérêt général. Quand j'ai lancé la transition énergétique, c'était pas franchement l'intérêt du moment. C'était pas les sujets de court terme. Alors c'est sûr qu'après avoir traversé des crises énergétiques, etc., heureusement qu'on a fait ça. Donc voilà. Donc c'est ce contexte qu'il faut comprendre. On est entre le marteau et l'enclume, entre des habitants qui veulent du court terme, la loi, l'État, les normes, l'administration, qui est un fardeau de complexité. Et puis on a des gens qui sont au milieu de tout ça, qui sont pas forcément des professionnels, qui sont pas forcément super bien accompagnés, qui ont pas beaucoup de moyens. Parce que c'est surtout ça la réalité aujourd'hui, c'est que les collectivités ont de moins en moins de moyens, et avec des défis qui sont colossaux, on en a parlé, qui nécessiteront beaucoup de moyens. Bon voilà. Et donc l'entreprise qui va côtoyer les élus, faut qu'elle comprenne ce contexte très particulier, parce que non, l'élu c'est pas juste un emmerdeur, non, l'élu c'est pas juste quelqu'un qui pense à sa réélection, non, l'élu ne pense pas juste à son poste. En général, c'est quand même une vocation, on donne de son temps, c'est compliqué, c'est assez ingrat, mais on fait la plupart du temps avec beaucoup de passion, mais parfois on a la tête dans le guidon.
Et ça, il faut pouvoir tenir un langage d'élu, prendre le temps, trouver la bonne manière de l'appréhender. Puis si on arrive à lui expliquer qu'on lui simplifie la vie et qu'on lui fait gagner de l'argent et qu'on arrive à répondre à un vrai besoin d'habitant, là on commence à faire naître quelques étincelles dans le cerveau qui peut augmenter l'attention de l'élu. Donc c'est ça un peu comment une entreprise doit parce que la technologie en gros c'est passionnant, mais pourquoi faire? Donc il y a tout un équilibre à aller trouver avant de s'approcher d'une municipalité avec des services ou un produit innovant. Ouais. Très bien. J'arrive à la fin de la partie principale de l'entretien que j'avais préparé pour vous. Donc, j'ai encore une ou deux questions. J'en ai pas complètement fini avec vous. Mais est-ce qu'il y a, avant qu'on passe à ces dernières questions, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder et que vous souhaiteriez partager avec notre audience? Alors, il y a une particularité à Chevigny, c'est qu'on est une ville très sportive. Alors, vous allez me dire, en soi, le sport, quel est le lien avec tout ce que j'ai dit précédemment? C'est que le sport est un fil d'Ariane de notre politique, qui touche toutes les politiques, de la petite enfance à l'enfance. On fait beaucoup de sport dans les écoles, pour les personnes âgées, pour le bien vieillir, faut faire de l'activité physique, dès la petite enfance, dès 2-3 ans, pour travailler la mobilité fine, après donner le goût de l'effort, parce qu'on est dans une époque où la sédentarité crée de l'obésité et des maladies. On dit toujours vaut mieux prévenir que guérir, mais en France, on préfère guérir que prévenir. Et donc nous, on investit beaucoup dans le sport. On est une des villes les plus sportives de France. On va recevoir le prix, les 4 lauriers de ville sportive et active. On fait partie des 70 communes de France et on est la plus petite à avoir une politique globale sur le sport. Alors on apprend à nager aux gamins. Tous les gamins qui rentrent en 6e savent nager, alors que c'est 1 sur 2 dans le reste de la France. Donc 98% des enfants à Chevigny savent nager. On leur apprend à faire du vélo parce que les mobilités douces, pour lutter contre l'usage de la voiture, aujourd'hui, c'est fou, il faut apprendre à 20% d'une classe d'âge en CP à faire du vélo parce que les parents ne s'en occupent pas. On développe la vie associative et puis là on met en place le sport santé sur ordonnance, c'est-à-dire que pour tout un tas de maladies chroniques ou pour lutter contre l'obésité, au lieu de prescrire des médicaments, faut faire de l'activité physique, c'est le b.a.-ba. Mais aujourd'hui on en est là et donc on le fait avec des partenaires où on encourage les médecins à prescrire des séances de sport. Nous on indique à la personne, au patient, quel sport est le plus adapté par rapport à sa pathologie, parce que parfois il peut y avoir des incompatibilités, douleurs au genou, au dos, il y a toute une série de facteurs pour choisir la bonne activité avec des éducateurs spécialisés pour du sport adapté pour remettre les gens au sport. Et ce qui est dommage, c'est qu'en 2024, il y avait les Jeux Olympiques où on avait dit la France va rattraper son retard. On voit qu'avec la crise financière, toutes les promesses ont été oubliées, qu'on est en train de sacrifier le budget du sport. Et moi, au contraire, à la ville, je souhaite que tout le monde fasse du sport et les personnes qui peuvent pas payer à leurs gamins la licence sportive, nous, on les aide financièrement, alors que l'État vient d'arrêter les aides. Et moi, je souhaite qu'on se mette au sport. Et c'est un projet de société, parce que quand on confie des enfants ou des jeunes à des éducateurs sportifs, qu'on leur apprend le goût de l'effort, le respect des règles, le respect de soi, le respect des autres. C'est un projet de société et 1 euro qu'on investit dans le sport, c'est peut-être 10 euros économisés dans le social et 100 dans la sécurité et la justice. C'est schématique, mais je préfère confier des gamins à des éducateurs spécialisés pour faire de l'activité et du sport et qui s'adonnent à une passion, leur donner un peu du sens à la vie et des valeurs, plutôt que de les laisser seuls avec eux-mêmes et à traîner dans la rue. Et ça, c'est quelque chose de super important. Moi, j'y tiens. Et le sport, c'est pas qu'une affaire de sportifs. Moi, les grands compétiteurs, je suis très content de leur remettre des médailles parce que le maire, on l'appelle pour remettre des médailles, mais ils ont pas besoin de moi. Ils savent faire du sport. C'est des motivés, des passionnés. Et ils ont fait du sport bien avant de me connaître et ils sont flattés de me rencontrer, mais ils ont pas besoin de moi. Par contre, les enfants, les personnes âgées, les gens qui font jamais de sport, eux, on doit les aider. Parce que c'est bon pour la santé, mais aussi c'est bon pour la société. Et on est un des pays qui consomme le plus de produits contre la déprime, quoi. Mais quand on fait une séance de sport, on est bien après. Et ça, on est un des pays les moins sportifs du monde. Malheureusement, on n'a pas tiré tous les enseignements des Jeux Olympiques. Et à Chevigny, moi, je suis fier d'être dans une ville sportive, et j'essaie d'être un maire sportif, mais je suis pas un sportif de haut niveau, malheureusement.
Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir abordé ce sujet parce que sans être une sportive de haut niveau non plus, c'est un sujet qui me tient également à cœur. Pour ma part, mon sport, c'est le rugby et que j'ai découvert sur le tard. Et tout ce que vous avez évoqué, je le retrouve. Enfin, pour moi, vraiment, je suis aussi intimement convaincue que le sport est un catalyseur social et vraiment doit être une figure de proue sur beaucoup de ces questions. Et c'est vrai que on voit quand même certaines améliorations depuis les Jeux Olympiques. On voit quand même certaines choses se débloquer, notamment dans ma vision très personnelle autour du sport féminin. Mais je suis bien d'accord qu'on peut en faire encore beaucoup plus pour accompagner davantage la pratique du sport et l'encourager surtout. Donc, merci beaucoup pour avoir abordé ce sujet. Merci. Maintenant, donc, nous sommes arrivés à la fin de la principale partie de notre entretien et nous arrivons à la partie qui est dédiée à une activité, à un segment de podcast, et celui que j'ai choisi pour vous aujourd'hui s'appelle Trial and Error. Trial and error. What went wrong? What mistakes were made along the way? And more importantly, what lessons were learned? Donc, essai et erreur. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez un exemple d'un projet l'initiative, quelque chose qui n'a en fait pas fonctionné, et quelles erreurs peut-être ont été commises en cours de route, mais surtout, et le plus important, quelles leçons en ont été tirées? Alors, des erreurs, c'est très prétentieux. Je pense pas en avoir beaucoup commises. Alors, des grosses erreurs, des petites. Par contre, j'ai des déceptions. Mon souhait était de construire pour la fin du mandat une résidence senior. Elle a pas vu le jour. On avait trouvé le terrain, on avait vidé de ses occupants. C'était ce qui était le plus difficile puisque c'était des commerçants. On a trouvé des partenaires financiers. Et puis, là, c'est la crise économique et la crise économique, notamment la crise de l'immobilier, avec la hausse des taux d'intérêt et puis la fin des dispositifs d'investisseurs type Pinel en France, ce qui dopait un peu le marché de la construction immobilière. Aujourd'hui, ce projet est ralenti et comme beaucoup de projets immobiliers. Moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut jamais perdre de temps parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être trop tardé parce que les partenaires, c'était compliqué. Enfin, et en fait, il faut jamais perdre de temps. Et quand la situation est bonne, il faut pas. Quand c'est chaud, faut pas tergiverser. Il faut y aller. Ça s'est joué à pas grand-chose parce que à 6 mois près, le projet aurait été lancé comme il faut, mais on a perdu 6 mois par-ci, 3 mois par-là, et à un moment donné, on se retrouve dans une crise, alors qu'un an avant, il n'y avait pas la crise. Donc la vraie leçon, c'est que quand les conditions sont bonnes, quand c'est chaud, faut y aller. Sinon, on prend le risque d'un retournement de situation. Le monde évolue tellement vite, que ce soit dans tous les domaines. Dans l'économie, en politique, en géopolitique, tout évolue. Parfois, des choses se retournent alors que les conditions étaient bonnes 6 mois avant. Donc, quand c'est bon, faut pas s'attendre à une meilleure situation. Il faut y aller. Et puis après, de toute façon, comme tout évolue, quand la situation est pas bonne, il faut être un peu patient, ça reviendra. Mais vraiment, c'est ça la leçon, c'est le regret que j'ai, c'est que j'ai perdu du temps, enfin, pour de bonnes raisons. Et puis il y a de l'expérience qui vient en faisant. Hein. Quand on est jeune mère, on peut pas tout faire bien du premier coup. Et si j'avais été trop vite, j'aurais sans doute fait des erreurs aussi, ce que j'ai évité. Mais par contre, j'ai raté la bonne fenêtre de tir. Donc c'est le sens du timing. C'est le conseil que vous donneriez peut-être à d'autres jeunes mères qui seraient un petit peu hésitants sur certains sujets, ou puisque vous dites qu'au contraire, il faut quand même pas non plus aller trop vite en besogne? En fait, la question du temps est un sujet en politique. C'est-à-dire que le temps qu'on perd, on ne le récupère jamais. Le temps va trop vite. C'est-à-dire que un projet politique, ça prend du temps. Et entre le temps de l'élaboration, de la réflexion, la consultation, du vote, du financement, et puis après des travaux, parfois il peut y avoir 3, 4 ans, 5 ans. Et en fait, il faut prendre le temps de faire le bon. Donc il faut prendre le temps, donner du temps au temps, et en même temps, il ne faut pas perdre de temps. C'est des injonctions contradictoires. Et vraiment, il faut lutter contre le temps perdu inutilement, c'est-à-dire
Entre deux échéances, pas laisser trop de temps pour que pas perdre de temps inutile. Et en même temps, il faut aussi réfléchir et ne pas aller trop vite. La réalité, c'est que et c'est valable. Alors en politique, encore plus en politique. Mais c'est en tout cas le conseil de ne pas rater la fenêtre de tir, c'est valable pour tout porteur de projet. Quand c'est chaud, faut y aller et parce que la situation peut se retourner. Et j'ai vu d'autres projets dans d'autres secteurs, pas forcément d'ailleurs sur Chevigny, qui étaient valables et pour X raisons, parce que parfois on a la bureaucratie qui ralentit et on n'y peut rien. Mais parfois un projet qui était viable perd sa viabilité en quelques années parce que le contexte juridique, financier, économique évolue. Donc quand c'est bon, faut pas rater quand le train est sur le quai, faut pas le rater. Il faut monter dans le train, très bien. Ouais, faut monter dans le train. Voilà. Super. Ma dernière question, c'est une question que nous posons à tous les invités dans notre podcast. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être une smart city, une ville intelligente? Alors, pour moi, c'est plus une question technologique, parce que on voit beaucoup le concept de smart city avec des solutions techniques et technologiques. Et puis il y en aura de nouvelles technologies. Je pense avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir. En fait, pour une ville et pour une équipe derrière la ville, parce que la ville c'est un concept abstrait, la ville c'est un concept géographique à la base. Mais pour les élus et les équipes autour des élus, être smart, ça veut dire être en capacité d'anticiper l'avenir et de pas subir l'agenda. Et donc un élu, moi quand je suis arrivé, j'ai subi l'agenda comme tous les élus parce que la loi nous impose de faire certaines choses, parce que j'ai subi les projets et de mes prédécesseurs. Et aujourd'hui, j'essaie de me projeter dans le temps, dans l'avant, et de concevoir la ville avec 10 ou 15 ans d'avance. Et donc il faut savoir quels seront les besoins de demain. Et puis ensuite, il y a des solutions techniques. Mais en fait, l'important c'est de savoir quels seront les besoins et quels seront les besoins de demain. Pour ne pas être toujours à la remorque de l'actualité et des injonctions du présent. Et c'est ça la Smart City. La Smart City, c'est celle qui avait anticipé, qui s'est aménagée en anticipant, en sachant, en ne répondant pas qu'aux injonctions du présent, mais en essayant d'anticiper celles de demain. Et effectivement, moi je vois des territoires sur, par exemple, les personnes âgées. Ils ont prévu leur résidence senior il y a 15 ans. Moi, mes prédécesseurs avaient prévu un EHPAD, c'était bien, mais ils n'ont pas prévu un habitat adapté aux personnes âgées. Et un reproche que je leur fais, parce que 95% des maires ne l'ont pas fait. Mais voilà. Mais ceux qui l'ont fait, ils sont pas à la remorque, ils sont pas comme moi en essayant de me battre, alors que le contexte n'est pas favorable, parce que il y a des 5, 10 ou 15 ans, construire ce genre d'établissement était plus facile qu'aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, on doit déployer l'énergie une énergie 2 fois plus importante que ceux qui ont eu cette idée-là au départ. Donc il faut être en capacité d'innover. Il faut aussi croire en ces idées. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire c'est pas possible, c'est une mauvaise idée, on peut pas, on n'a pas le droit. On m'a toujours dit quand j'avais une idée qui me semblait un peu audacieuse que c'était pas possible. Le c'est pas possible pour moi n'est pas entendable. Tout est possible dans la vie. Après il y a des choses qui sont pas légales, pas souhaitables, qui sont très chères, qui vont prendre beaucoup de temps et si on le fait, on va pas pouvoir faire autre chose. Donc ça c'est des réponses qu'on peut entendre. Mais en soi techniquement quasiment tout est possible aujourd'hui. Mais après voilà, c'est l'allocation des moyens. Et en fait, souvent le c'est pas possible, c'est la phrase de ceux qui ne veulent pas faire. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ça fait 6 ans et demi que je suis maire. Quand on m'a dit ça, le c'est pas possible, ça attire toujours l'attention. Globalement, tout est possible. Après, c'est peut-être pas souhaitable, c'est de l'opportunité. Tout est débattable, on va dire, mais tout est possible en tout cas. Et bien souvent, moi, ce que je disais, j'ai fait 11 000 masques en 3 semaines. On m'a dit c'est pas possible au départ. Le deuxième jour, on m'a dit bon, on va s'approcher. Et puis à la fin, on les a fait. Et puis on était tous fiers de nous. Mais c'est pareil, quand j'ai lancé le défi 1000 arbres aujourd'hui, je voulais moi planter 1000 arbres en 6 ans. Donc là, j'arrive au bout de mes 6 ans, j'ai planté 3000 arbres.
Mais au départ, 1000 arbres me semblait impossible. Et on m'avait dit que c'était impossible. Et finalement, parce qu'on se dépasse, parce que l'humain, il est comme ça, quand on se challenge, on essaie toujours de donner le meilleur de soi-même, de faire mieux que toujours mieux. Quand on fait ça, on se challenge et on arrive à déplacer des montagnes. Donc voilà. Donc c'est un peu ça ma philosophie là-dessus. Donc la Smart City, si je devais résumer, pour vous, ça serait à la fois être capable, donc une ville qui est capable d'anticiper sur plusieurs années et en même temps qui cherche à se dépasser continuellement. Oui, avec toujours, ça c'est mon mantra, d'impliquer les gens. Parce que en fait, si c'est que de la techno, ça fonctionne pas. La Smart City, c'est certes des outils techniques, on va pas se mentir, des applis, de l'IA, tout ça. Enfin, il y aura plein de nouvelles choses qu'on connaît pas encore aujourd'hui, mais couplé à des vrais gens dans la vraie vie. Et si on arrive à faire les deux, que ça facilite les choses pour s'impliquer et garantir un projet de ville, la communauté au sens le plus noble possible, là on est smart. Et donc et si on couple à ça l'anticipation des enjeux d'avenir, parce qu'on n'est pas à la remorque de l'actualité du moment, on est serein et on est paisible. Et c'est ça une smart city, c'est qu'on a pensé l'avenir plutôt que le subir. Je pense que ce sont des très belles paroles sur lesquelles finir cet épisode. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire, de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir partagé votre expérience et les projets de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une belle discussion. Merci. Et à tous nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours créer un compte gratuit sur bubbles-smartcities.eu pour en savoir plus sur les projets, les solutions et les mises en œuvre des villes innovantes et durables partout en Europe et dans le monde. Merci beaucoup à tous. Thank you all for listening. I'll see you at the next stop on the journey to a better urban life.